Radio Grand Lac 92.1. Radio Grand Lac 92.1. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épicerie culturelle du territoire. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes en direct pendant 1 heure. Pour ceux qui ne peuvent pas rester toute l'heure, sachez que vous pouvez de toute manière nous retrouver l'intégrale de l'émission en podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Et aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à un genre littéraire qui cartonne. Les romans policiers, appelés plus communément les polars. Alors pourquoi les lit-on, mais aussi pourquoi on les écrit, de quelle manière germe l'inspiration d'histoires parfois sordides, on peut le dire. Alors pour aborder ce sujet, je suis avec 2 auteurs de polars qui rencontrent tous les deux un vrai succès envers qui la critique et sans appel, dithyrambique, et aussi on peut dire à qui le sang dans les églises ne fait pas peur. Nicolas Feutz et Marc Woltenhauer, bonjour. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour Marc. Alors Marc est en direct, mais pas en studio avec nous. Il est resté en Suisse. Vous avez une belle vue, vous m'avez dit, vous aviez vu sur quoi Marc ? Alors en fait je suis vraiment sur les lieux du crime à Grillon. Et j'ai la vue sur les montagnes, notamment le Grand Muvran qui fait partie du titre de mon premier livre. D'accord, très bien. Et nous sommes aussi avec Albert Benloulou, qui est éditeur et ami du célèbre et éternel auteur à succès de romans policiers Frédéric Dard. Bonjour Albert. Bonjour Anne, ça va ? Mais ça me fait très plaisir de vous retrouver. Je vais bien, vous aussi ? Ouais, ça va. Puisque je suis là, je vais bien. Bon, parfait. Alors, on va discuter polar toute cette heure. On va parler de vos livres aussi, sortis en 2021, Nicolas Feutz et Marc Woltenhauer. Mais avant tout, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même que vous puissiez tous les trois en fait me donner une définition du polar. Qu'est-ce que le polar pour vous ? Alors, le roman policier a toujours eu... d'abord, c'était longtemps considéré comme un genre mineur de la littérature, mais ça a toujours eu une dénomination réductrice. Enfin, il y a eu beaucoup de tentatives pour le faire. En fait, le roman policier, on peut donner une définition simple. On part d'une intrigue, le plus souvent, d'une atmosphère, et puis, si possible, il faut qu'il y ait un ou plusieurs policiers ou un ou plusieurs détectives et qui sont chargés de résoudre l'énigme, parce qu'il y a toujours une énigme. Alors, cette énigme, elle est soit il y a un coupable et tout le livre consiste à le découvrir et si possible vers la fin, ou soit on sait d'ores et déjà d'entrée qui est le coupable et on veut savoir comment il se fait prendre, et puis après vous avez des dérivatifs. Là, il y a la méthode Hitchcock, par exemple. Vous avez un banc avec 2 amoureux. Il y a une bombe sous le banc. Les amoureux ne le savent pas, mais le spectateur dans la salle, lui, le sait. Oh là là, on tremble. Donc, vous voyez, et en fait, on peut faire quand même une classification. En France, on aime bien mettre des étiquettes et mettre les choses dans les cases. Alors, vous avez le roman noir. Alors, lui, c'est la donnée sociale. Alors, c'est beaucoup inspiré d'auteurs comme Dashiell Hammett, Chandler. En France, vous avez eu ça aussi avec Albert Simonin. Vous avez le thriller, alors, pour reprendre votre verbe tout à l'heure, c'est le genre qui cartonne. Nos 2 auteurs sont là. Le thriller, c'est tout thrill, ça vient de l'anglais, frissonner. Je crois que donc c'est un genre très difficile à faire parce que il faut tenir le lecteur en haleine tout le temps. Aller de rebondissement, savoir ménager ses effets. Donc, dans les thrillers, je parle sous le contrôle il y a une véritable construction. Ensuite, vous avez le roman de terroir, policier terroir. Alors ici, on avait un auteur qui s'appelait Monsieur Moirou, qui avait un détective qui s'appelait Ferrat, et c'était un peu calqué sur Simenon, et qui était de très bonne facture. Et puis après, vous avez le roman d'espionnage, avec SAS, OSS 117 et James Bond. Il faut quand même pas l'oublier, ça fait partie du genre. Et puis, je dirais, après, on peut dire que le roman policier va aussi fréquenter l'histoire. Il y a des romans policiers historiques et puis aussi des romans policiers politiques. Mais si vous voulez, tous ces sous-genres se ramènent à un tronc principal qui est quand même le mot avec une énigme, une atmosphère.
Alors c'est un genre qui marche parce que une librairie pourrait très bien marcher avec 30 auteurs. Elle ferait son chiffre d'affaires. C'est souvent le premier rayon de librairie maintenant. C'est-à-dire le rayon polar. Un petit mot quand même sur le mot polar qui est apparu dans les années 60. On allait voir un polar. D'abord c'était un mot qui allait vers le cinéma et qui est après venu sur les livres. D'accord, Voilà. donc c'était plutôt employé au cinéma. Oui, c'était plutôt employé au cinéma. J'ai vu un polar. Et puis après, le mot, si vous voulez, ce qui est très bien avec le mot polar, d'abord, c'est 2 syllabes, et puis ça rime avec noir. Vous voyez, il y avait une signification. Alors, il y a des exégèses qui ont trouvé ça venait du grec, de polis, P-O-L-I-S, qui veut dire la ville, la cité, etc. Mais il y avait une harmonie. C'est un mot qui est simple. Si j'ouvre une librairie spécialisée dans le roman policier, j'ai intérêt à y mettre le mot polar. D'ailleurs, les rayons de librairie sont souvent de plus en plus baptisés polar et rayons policiers. Nicolas Feud, quelle définition Mais je crois que Albert Benloulou a bien résumé la chose et a presque tout dit. C'est sûr, Albert, si vous dites tout, après, comment on fait après? Mais après c'est vrai que alors, dans le mot polar, pour moi, ça rime avec gare, et c'est vrai que c'est vrai que ça fait référence à ce roman de gare. Le polar a très longtemps souffert de cette image de roman de gare et donc d'un aspect un peu négatif. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé ce stade. Le polar, on peut vraiment dire, a acquis ses lettres de noblesse. Et c'est vrai que quand on dit roman policier, ça fait un peu plus classe que polar. Mais néanmoins, le mot polar... Moi, j'aime bien le mot polar. Le vrai mot, en fait, c'est littérature policière. C'est ça. Voilà. Là, oui, mais alors là, ça devient très très sérieux, là. Non, mais parce qu'il y a des grands écrivains. Il y a eu des grands écrivains, de très grands écrivains, spécialisés qui n'ont fait que des romans policiers, à commencer par Simenon. Alors, juste, je vous coupe. Albert, Marc, vous, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter justement par rapport sur une définition du polar ou du roman policier? Non, alors pas vraiment sur la définition. Je pense que Albert a effectivement montré un tout petit peu la palette et la diversité qu'il peut y avoir dans la littérature policière. Et je pense que c'est ça qui est aussi assez fabuleux, c'est que finalement c'est un genre qui permet beaucoup de choses et qui permet aussi de s'intéresser à l'humain, à des questions existentielles, à la société, parce qu'au final, quand on commence à toucher à des questions de mort, par exemple, de vie et de mort, ça permet d'aller très au fond aussi des choses et explorer, je dirais quelque part, les aspects humains. Et je pense que c'est ça qu'on peut peut-être retenir aussi, c'est qu'il y a une vraie diversité de genres, de moyens d'aborder en fait la littérature policière et de l'écrire. Oui, parce que finalement, ça peut être fait aussi d'une manière très légère. Absolument. Ouais. Sur le ton humoristique. Alors oui, il y a vraiment aussi des romans policiers de tout genre. Il y en a qui sont très noirs, il y en a qui sont très violents, il y en a qui sont au contraire très soft, où il n'y a pas de sang, il y a pas vraiment, il y a un meurtre, mais on n'est pas dans le côté noir et sanglant. Donc voilà, il y a toute cette diversité qui correspond certainement aussi à des lecteurs très variés. Alors vous, Marc, comment vous définiriez par rapport à ces catégories? Vous serez plutôt quel genre pour les lecteurs qui ne vous connaissent pas? Alors, en général, moi, j'aime pas trop classifier forcément Mais oui, vous avez raison. C'est une mauvaise question. Mais par contre, je dirais les quelques éléments que je ressortirais pour définir les livres que j'écris. Alors, on est vraiment dans le roman policier puisque c'est une série avec un inspecteur de police qui va, dans chacun des livres, résoudre une affaire policière. Quelque part, on est aussi dans le thriller parce que il y a une question de suspense qui est là jusqu'au bout. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect, je dirais, humain, l'aspect existentiel, et finalement de porter un regard aussi sur des thématiques sociales auxquelles on est confronté dans la vie. C'est peut-être ça mon côté théologique aussi, ma formation de base, qui fait que c'est des aspects auxquels je m'intéresse particulièrement.
Alors ça, on en parlera plus profondément. On va marquer une courte pause, musicale avant. J'ai l'habitude en fait de demander aux invités de choisir les musiques, soit en lien avec votre construction personnelle, soit en lien avec le thème du jour, donc les polars. On va écouter celle de Nicolas Feuz en premier, qui est Aliose, Me passer de toi. Alors, est-ce que, Nicolas, tu peux nous expliquer pourquoi le choix de cette musique ? Oui, alors je dois dire que là, je me suis éloigné du polar parce que Aliose, c'est un groupe suisse, c'est un duo genevois qui est aussi couple dans la vie. Ils viennent d'avoir un enfant. Et Xavier Michel, qui est l'homme du couple et l'homme du groupe, écrit aussi. Alors, il est plus dans le genre poésie. Mais alors, sans trahir Xavier, je sais qu'il m'a expliqué récemment qu'il s'intéressait au polar. Donc, je serais peut-être pas surpris qu'on le voit arriver bientôt dans le milieu du polar, mais on verra. Alors, on l'écoute et on reprend avec vous tout de suite après. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Oui, bonjour pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac dans l'épicerie culturelle du territoire. Et le thème du jour, la littérature policière, les romans policiers, les polars. Je l'ai dit dans le désordre. Vous avez dit dans le désordre décroissant. Je l'ai dit dans l'ordre décroissant. Et je suis toujours donc avec Nicolas Feuz et Marc Woltenhauer qui est en ligne, et donc deux auteurs de polar, et Albert Benloulou, ami et éditeur de Frédéric Dard. Pardon. Alors on va s'intéresser un petit peu plus près à vous, Nicolas Feuz. Vous êtes né en 71 à Neuchâtel, en Suisse. Vous êtes aujourd'hui procureur du canton de Neuchâtel, donc on suppose que vous avez fait des études de droit, enfin je le suppose. Il vaut mieux. C'est le cas. C'est un peu incontournable. Voilà. Et en 2010, en fait, vous vous lancez dans l'écriture de polar et vous remportez en 2015 le prix du meilleur polar du Salon du Livre de Paris. Alors viendront ensuite 3 thrillers, tous publiés chez Slatkin et compagnie, repris aussi en livre de poche. Alors, il y a eu Aurora Borealis en 2018, Le Miroir des âmes la même année, et puis L'ombre du renard en 2019. Vous ne vous arrêtez plus. En 2020, 2 romans durant les 2 vagues de la pandémie. Vous publiez L'engrenage du mal. Donc, il y en a eu plusieurs. Donc, il y a eu aussi, donc, en mai est sorti Hérésiques. Black Justice aussi. Alors, il faut préciser qu'à côté de la vague des polars adultes, parce que c'est vrai qu'on peut parler de vague, ça donne l'impression d'une surproduction en peu de temps, mais jamais je ne battrai Frédéric Dard dans le rythme. Et c'est vrai que les confinements de 2020 m'ont inspiré. Je sais que ça a bloqué énormément d'artistes, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la musique et autres. Moi, ça m'a plutôt boosté, ça m'a donné des idées, j'ai eu envie d'occuper mon temps et d'occuper les lecteurs. Et puis après, j'ai des petits à côté, que j'appelle comme ça, Black Justice 1.0, Black Justice 2.0, sont des polars jeunesse. Donc c'est des polars qui sont destinés aux 10, 12 ans, 9, 13 ans. Et comme on dit chez nous en Suisse, aux 9, 99 ans, il faut que je m'habitue parce qu'en Suisse on dit 99. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais on vous comprend quand vous dites 99, c'est ça. Moi, ça me fait toujours un peu sourire. C'est pas de la moquerie, mais je trouve ça joli. Mais on vous comprend. Alors, par rapport à votre profession, c'est-à-dire qu'on sait que vous êtes procureur, donc forcément, nous vient à l'esprit, puisque vous êtes quand même aux premières loges, est-ce que vos polars sont inspirés de faits réels ? Quelle est votre source d'inspiration ? Alors ils sont très librement inspirés de faits réels, parce qu'évidemment, comme procureur, je suis tenu au secret de fonction, au secret de l'instruction. J'aurais des gros problèmes pénaux si je venais à utiliser des dossiers existants dans mes polars. Donc je vais utiliser certaines bribes d'affaires que je vais complètement travestir de telle sorte qu'on ne les reconnaisse pas, ou alors je vais m'inspirer de ce que j'appelle des généralités, c'est-à-dire du travail de la police judiciaire, du travail de la gendarmerie, du travail des autorités judiciaires, de la médecine légale. Et voilà, ça c'est vrai que c'est un monde dans lequel je vis depuis 23 ans comme procureur.
Et voilà, tous les jours, j'ai des contacts avec la police judiciaire en particulier. Alors, on se demande, moi je me dis, finalement, quand on écrit un polar, est-ce que c'est aussi pour peut-être transformer, défier l'angoisse de mort ou peut-être même le stress que vous pouvez avoir dans votre métier. Exorciser certaines scènes que j'ai pu voir. Exorciser, exactement. Oui, alors, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, le fait d'exorciser des scènes que j'ai pu voir, parce qu'un procureur va sur le terrain, il assume des services de permanence et il peut devoir se déplacer le samedi, le dimanche à 3h du matin, n'importe quand, sur des scènes notamment de meurtre ou d'assassinat ou d'accidents mortels et d'autres choses où il n'y a pas forcément des morts, des incendies, des braquages et j'en passe. C'est vrai qu'on voit des choses pas tristes et que le cerveau doit probablement évacuer d'une certaine manière. J'ai jamais ressenti le besoin de débriefer, comme on dit, avec un psychiatre ou un psychologue, même si la police met à disposition des psychologues, également à disposition des autorités judiciaires. Et c'est peut-être ma manière à moi d'évacuer ça, mais je ne le sais pas. Il faudrait poser la question à un psychiatre. On n'a pas de psychiatre sur le plateau, mais on pourrait effectivement. Alors, vous avez, j'ai repris vos propos. C'est vrai que vous avez dit, comme procureur, on a la chance d'arriver en 2e ligne, voire en 3e ligne. On n'est pas au front comme le sont les gendarmes et on nous prépare psychologiquement en nous décrivant la scène. C'est-à-dire avant d'arriver, on vous explique le contexte. Comment ça se passe ? Alors, souvent, sur une scène de crime, les premiers intervenants seront soit monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire un témoin qui découvre un corps, par exemple, ça peut arriver, ou alors la police qui est appelée et qui arrive en première vague aussi. J'ai eu une affaire récemment où l'auteur, le meurtrier, on peut le dire ainsi, s'est dénoncé à la police. Il est allé dans les locaux de la police en disant, voilà, j'ai tué ma famille. Et c'est les gendarmes qui sont entrés les premiers dans l'appartement. Donc, c'est vrai que ce que j'appelle la première vague, la première ligne, c'est ces gens-là. Et ensuite intervient un officier de police judiciaire, en tout cas dans le système suisse, qui appelle le procureur de permanence. Et ensuite, le procureur de permanence se déplace sur les lieux. Et c'est vrai que lors de ces coups de téléphone préalables, on nous décrit quand même un petit peu ce qu'on va trouver. Donc on n'arrive pas, on n'est pas jeté dans la fosse aux lions sans préparation. Mais malgré tout, quand on découvre la scène, c'est toujours assez dur. Alors, vos polars rencontrent vraiment un vif succès. On peut lire plein de critiques. Je vais en lire certaines parce que un polar, donc on parle d'Hérézix, un polar abominablement génial réservé à un public avide de sensations fortes, un polar intelligent et cruel à ne pas mettre entre toutes les mains. Alors par rapport à cette notion de ne pas mettre entre toutes les mains, je suis assez intéressée parce que vous faites à la fois des polars pour enfants pour la jeunesse, on va dire plutôt, et des polars pour adultes. Je me dis, mais de quelle manière, en fait, quelle est la frontière ? C'est-à-dire, à quel moment, quand on écrit, comment on peut se dire, là, il faut pas que je sois sur tel tableau, que je puisse décrire telles images. C'est-à-dire, de quelle manière, en fait, vous arrivez à gérer, en fait, ce que vous allez proposer à la jeunesse et aux adultes. Alors, il y a une grande différence entre écrire pour les adultes et écrire pour les jeunes, ça c'est évident. Je dirais aussi, il y a une grande liberté que me laisse l'éditeur pour les polars adultes, alors que dans le polar jeunesse, où là je suis édité chez Ozu, c'est très cadré. Ils veulent connaître le pitch au début, avant même d'avoir un scénario détaillé. Ils veulent aussi ensuite connaître le scénario. Et bien évidemment qu'une de mes premières questions à Ozu, parce que c'est Ozu qui est venu me chercher, qui est venu chercher Marc Woltenhauer aussi au départ, alors qu'on avait publié plusieurs polars pour adultes. Et je me rappelle très bien de notre première réponse, c'était au Salon du Livre de Genève. On a répondu à Ozu, non, c'est pas pour nous. Il y a des auteurs jeunesse qui savent faire ça, nous on se sent pas capables. Ozu est revenu à la charge plus tard et on a finalement accepté de le faire, mais avec beaucoup de questions. Et moi je me souviens d'une première question que j'ai posée à l'éditrice, en l'occurrence, c'était est-ce que j'ai le droit de mettre un meurtre ou pas ? Donc c'est pas si évident. Et puis je me rappelle aussi de sa réponse qui m'a laissé un peu pantois, parce qu'elle me dit ouais, à la limite vous pouvez mettre un meurtre, mais pas trop violent. Faut pas que ça se voit. Je crois me souvenir que j'ai éclaté de rire en disant c'est quoi un meurtre pas trop violent. Marc, donc vous avez je pourrais vous poser la même question parce que vous de la même manière vous écrivez aussi des romans policiers jeunesse. Quelle est la limite ? Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ce qu'a dit Nicolas Feud ? Oui, alors en fait c'est assez marrant parce que dans mon premier livre jeunesse qui est sorti en même temps que le premier de Nicolas,
j'avais décidé de pas justement faire de meurtre dans l'intrigue, mais plutôt ça partait sur la disparition d'un cabri dans un village de montagne, et puis il y avait ensuite une histoire de braquage, de bijouterie, donc pas de sang, pas de meurtre. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller beaucoup dans les écoles pour parler avec les enfants qui ont lu le livre, et je leur demandais toujours qu'est-ce qui vous intéresserait dans un prochain roman, et beaucoup me disaient on veut un meurtre. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Évidemment, dans le deuxième, il y a un meurtre, une enquête plus policière, peut-être aussi dans le deuxième. Donc il y avait un intérêt de la part des enfants à voir aussi une histoire assez marquante. Ils ont aussi envie d'être embarqués dans une histoire. Et puis surtout, je me suis aussi rendu compte que ça les intéressait, tout comme les adultes, qu'il y ait des sujets dans l'intrigue, dans le livre, qui les interpellent. Une fille me demandait si j'allais reparler du divorce des parents de mes deux héros. Une autre fille me demandait quelle thématique sociale j'allais aborder. Donc ça m'a assez surpris qu'il y ait aussi cette attente très forte de la part des enfants, pas simplement pour un livre où il y a du suspense, mais aussi un livre où il y a des questions finalement existentielles qui se posent. De la vie de tous les jours, en quelque sorte. Exactement. Est-ce que Albert Benloulou, par rapport au style de Frédéric Dard, c'est-à-dire ces livres étaient, alors les San Antonio par exemple, de quelle manière est-ce qu'il écrivait, je vous pose la question parce que je ne sais pas, est-ce qu'il écrivait des romans, des polars pour la jeunesse? Et comment ça se passait à cette époque? Non, il a fait, au début quand il se cherchait, qu'il n'était pas du tout connu dans la région de Lyon, il a fait des essais multidirectionnels. Il a même fait des textes pour des albums d'enfants. Je me souviens, Tistou, enfin des petites choses comme ça, mais il s'était longtemps cherché. Simplement, ce qu'il avait fait, c'est qu'on était après-guerre, alors il faut se replacer dans le contexte. Tout à l'heure, notre ami a parlé polar gare. Les gens achetaient des polars ou ce qui s'appelait pas encore polar, des policiers pour le temps d'un voyage. C'était facile à lire, on pouvait être dérangé, reprendre, etc. C'est ce qu'on appelait de la littérature populaire. On trouvait ça dans les cafés, dans des tourniquets. Maintenant, il y a la Française des Jeux dans les cafés, mais à cette époque-là, il y avait des tourniquets où il y avait tout des tas de petits livres avec des intrigues. Et Frédéric a fait des romans parce qu'il s'est rendu compte, tout simplement, avec la fin de la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Les romans américains sont arrivés, les romans anglais, et il a été très inspiré par un auteur anglais qui s'appelle Peter Cheney, qui faisait à la fois de l'humour et de l'intrigue. Et ça lui a donné l'idée de faire des héros. Alors il en a eu, je crois, une dizaine, jusqu'à un jour où il en a un. Il cherchait un nom pour son héros. Il a fermé les yeux, il a pointé sur la carte des États-Unis et il s'est dit la ville où je trouverai, ce sera le nom de mon héros. Et il est tombé sur la ville de San Antonio, ce qui est quand même pas un nom très américain. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, le premier San Antonio a été un échec. Et puis après, c'est monté en vrille. Simplement, Frédéric Dard a toujours voulu faire, non pas du roman policier, mais de la littérature. C'est ce qu'on opposait. Et lui, pour se nourrir, il faisait du roman policier, mais lui a toujours rêvé, jusqu'à la fin de sa vie, de faire de la littérature. Et les premiers romans qu'il a sortis, qui étaient des romans régionaux, une maison d'édition, il avait monté une maison d'édition qui s'appelait les éditions de Savoie, avec sa femme. Ici, là, pas très loin d'ici. Et donc, il a toujours voulu faire de la littérature. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les San Antonio, enfin, il faut quand même, notre ami, 5 livres par an. Je sais pas si vous voyez, est-ce que c'est... Bon, Nicolas et Marc... 5 livres par an. Mais il a réussi donc sur une période de 50 ans, donc il a publié au total 300 romans, au moins, dans les connus. Il a réussi dans l'œuvre de San Antonio à mettre une philosophie de vie. C'est-à-dire qu'il a abandonné l'intrigue au fur et à mesure et il est allé de plus en plus vers la langue et vers une sorte de philosophie de vie. C'est d'ailleurs pour ça que les San Antonio durent toujours, parce qu'il y a des recommandations presque philosophiques quand il prend ses lecteurs à témoin. Voilà. Donc le problème de Frédéric, c'était toujours de faire de la littérature. Moi, j'ai envie de poser la question suivante à nos deux amis, c'est est-ce quand ils ont une intrigue, est-ce qu'ils la construisent et est-ce qu'ils mettent le style au service de l'intrigue ou est-ce qu'ils mettent l'intrigue au service du style et est-ce que le style est porteur? Est-ce qu'on écrit
pour faire un roman qui donne envie de connaître le milieu qui donne envie de connaître la fin, et puis une fin qui arrive toujours trop vite. Parce que... Alors, Nicolas Feutz et Marc Woltenhauer, si vous voulez bien répondre. Alors je vais peut-être répondre. C'est vrai que moi, dans la construction d'un roman... excuse Marc. dans la construction d'un roman, c'est vrai que moi, je focalise beaucoup sur l'intrigue au départ. Et d'ailleurs, je construis toujours un scénario avant de me lancer dans l'écriture proprement dite. Donc, c'est un scénario très détaillé. Et très souvent, l'imagination de l'intrigue va commencer par la fin et par le ou les fameux rebondissements finaux. Donc c'est ma méthode à moi. Je sais qu'il y a d'autres auteurs qui travaillent aussi de la même façon. Je crois que Marc vous expliquera qu'il travaille d'une autre façon. Et voilà. Après, c'est vrai que comment s'insère le style, je me suis jamais vraiment posé la question. Je crois que j'ai acquis mon propre style, qui plaît ou qui déplaît. Je pense que j'ai un style assez, on peut réutiliser cet adjectif, assez populaire, accessible. Voilà, je vais pas non plus chercher absolument la phrase qui va épater les lecteurs. En tout cas, on a bien les images, hein. C'est très bien. Et vous, Marc? Bon, moi déjà sur le principe, je déteste cette séparation qu'on fait entre roman policier et littérature. Je pense que finalement, quand on écrit un roman policier, on fait de la littérature. Après, il y a des bons livres, des moins bons livres, des bonnes intrigues, des mauvaises intrigues, des livres qui sont bien écrits, moins bien écrits. Mais roman policier, pour moi, c'est de la littérature. D'ailleurs, je vous coupe une seconde, Marc. D'ailleurs, je suis en train de penser. Il n'y a pas, par exemple, de prix. Est-ce qu'il y a eu un prix Goncourt, par exemple, sur un roman policier? Ah bah oui. Non, alors ça, le Maître c'en est un. C'est un roman policier, Le Maître. Bien sûr. On va revoir là-haut. Hein. On peut dire, oui. D'accord. Ah oui, bien sûr. C'est une énigme. Hein. Il y a un mystère. Tous les mots comme mystère, énigme, résolution, enquête, tout ça se rend. C'est pour ça que c'est un genre totalement multiforme. Et il a raison, notre ami, de dire que c'est de la littérature. Évidemment que c'est de la littérature. Marc? Oui, tout à fait, je suis absolument d'accord. Et c'est vrai qu'après, personnellement, je me rends compte que, bien sûr, j'aime beaucoup construire l'intrigue, toute la phase de recherche que je fais avant pour imaginer l'histoire, les personnages. Et après, il y a la mise en forme, la mise en écrit. Et j'ai l'impression aussi, plus j'avance dans l'écriture de mes romans policiers, plus je prends aussi du temps sur le texte lui-même, pendant l'écriture, bien sûr, mais aussi à la fin, en termes de relecture. Et je pense que pour moi, l'un va avec l'autre, et j'ai du plaisir aussi à travailler sur le style, travailler sur le texte, qui bien sûr doit être au service de l'histoire, parce que finalement le but, quand un lecteur ouvre le livre, c'est qu'il soit embarqué dans l'histoire. Et pour qu'il soit embarqué dans l'histoire, il y a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte et qui jouent. Autant l'intrigue, le suspense, mais aussi le style et l'écriture qui va réussir ou pas à embarquer le lecteur dans l'histoire. Est-ce que vous lisez des polars? Alors moi, avant de commencer à écrire des romans policiers, j'étais un grand lecteur de romans policiers. Je pense que c'est la lecture aussi qui m'a amené finalement à écrire. Et puis maintenant, je lis un peu moins que ce que je faisais avant. Il y a un côté un peu frustrant, mais c'est vrai que typiquement maintenant, je suis en pleine phase de finalisation de mon scénario avant d'écrire le prochain livre. Et je lis énormément, mais je lis pas du roman policier. Je lis des choses qui sont en lien avec les thématiques que je vais travailler dans mon livre, des livres historiques, des livres politiques, D'accord. des livres d'un anthropologue, etc. Donc du coup, j'ai un peu moins de temps qu'avant pour me faire plaisir avec les romans policiers. Donc c'est aussi une manière pour vous finalement de continuer à apprendre, d'agrandir vos connaissances en différents sujets. Alors oui, bien sûr, c'est aussi intéressant. Après, quand je lis un roman policier, je me retrouve lecteur et je me laisse prendre dans l'histoire. Je lis pas forcément non plus les polars des autres pour voir comment eux font pour construire leurs histoires ou trouver ou m'inspirer des autres livres. Là, je deviens plutôt vraiment consommateur, lecteur qui adore lire des histoires policières. Bien sûr, après, c'est aussi intéressant de voir ce que font les autres, comment ils construisent leurs histoires, etc. Alors là, c'est une question que je pose à tous les trois. Quel sentiment vous avez quand vous lisez un polar ?
Qu'est-ce que ça vous procure finalement ? Ça nous procure du plaisir. Tout simplement, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le plaisir de lecture. Alors, il peut être basé sur le frisson, le voyage, le suspense, mais la lecture, c'est un plaisir. Et c'est un plaisir. Alors, je parle pas de la lecture, je parle vraiment du polar. Parce que... Non, la lecture de polar. C'est bien sûr, on recherche une forme d'émotion. Vous savez, il y a quelque chose, je sais plus qui, c'est un auteur de polar qui me disait ça. Les temps de paix sont favorables au polar. Ceux qui ont vécu les situations dramatiques, ceux qui les ont vécues dans leur chair, ceux qui ont traversé des guerres, etc., sont pas très amateurs. Il est clair que les gens qui ont une vie rangée, calqués, sont à la recherche d'émotions. Ce qui explique pour beaucoup le succès de ce genre. On va chercher de l'émotion, que ce soit même, y compris quand on va au cinéma. Y compris dans le noir. Même, par exemple, quand il y a un accident, vous parliez d'accident tout à l'heure, Nicolas Feuz, quand il y a même des accidents, on voit qu'on est attiré quand même. Mais on est attiré parce que, alors, il y a des gens, ils ont leurs drames familiaux, etc. Mais le polar, ça les transporte ailleurs. Et en même temps, c'est ce voyage, puisqu'il s'agit d'un voyage, il peut, comme je le disais tout à l'heure, être multiforme, rentrer dans tous les métiers, regardez le succès des policiers, des romans scandinaves. Il y a peu de gens qui vont faire des voyages comme on va en Italie, en Suède. Mais il n'empêche qu'il y a une atmosphère particulière. On recherche ça. C'est de l'émotion et c'est basé sur aussi une forme de plaisir. Marc, vous voulez dire quelque chose ? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Albert. C'est vrai que je pense qu'il y a cet aspect de recherche d'émotion. Pour le dire autrement aussi, il y a l'empathie. C'est-à-dire que quand on lit un roman policier, on se met à la place des personnages et ce qu'ils vivent comme émotion dans le livre. On peut être finalement dans avec le criminel, on peut être avec la victime, on peut être avec le policier, on va s'identifier aussi ou pas à ces personnages et vivre des émotions un peu par procuration. Et c'est aussi ça pour moi qui est intéressant, je trouve, en tant qu'auteur de romans policiers, quand je crée mes personnages, c'est que finalement, je vais passer du temps avec eux à les créer, à écrire le livre, et pendant un an et demi, je vais vivre cette empathie avec tous mes personnages. Et ça me permet aussi d'explorer beaucoup de choses, d'explorer des émotions, d'explorer des situations. Et je pense que là, il y a cet aspect-là qui est quand même très important dans le roman policier parce que justement on peut s'y projeter. Alors est-ce que ça voudrait dire aussi que en tant que lecteur ça nous rend actifs? Est-ce que là où dans nos vies on pourrait être impuissant par rapport à des situations, est-ce que le fait le fait de lire ces romans et d'accompagner finalement les héros de ces romans nous permet aussi à nous de se dire tiens là on peut agir. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi être une clé? Je pense en tout cas de se poser des questions. Notamment dans mon premier livre, à la fin, il y a un des personnages qui commet un acte irréparable auquel on s'attend pas du tout. En tant que lecteur, on est très surpris que cette personne agisse de telle manière. Et tous les retours que j'ai eus, ou beaucoup de retours que j'ai eus, c'est que les gens se sont posé la question en disant mais si j'étais à la place de cette personne, qu'est-ce que j'aurais fait? Et du coup, il y a cette interpellation en disant si moi je me retrouve dans telle situation, quel sera mon comportement, quelle sera mon attitude, quelles seraient mes réactions, et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans ce côté où, comme Albert disait, dans la vie de tous les jours, une vie rangée comme on a souvent chez nous, on peut pas vivre toutes ces émotions, ces expériences qui sont un peu à limite, on va dire, ou qui touchent à la mort, etc. Donc on les vit un peu par procuration dans les livres et ça permet aussi finalement comme dans un miroir d'avoir une image qui nous revient et puis de savoir comment est-ce que nous on imagine réagir dans telle ou telle situation. Alors me vient à l'esprit quel rapport vous avez avec la mort? Alors je m'adresse à Nicolas Feuz.
à Marc aussi dans un deuxième temps. Sur la question précédente, mais qui est liée. Moi, j'allais dire qu'il y a aussi dans la lecture des romans policiers une forme de fascination. Alors, j'allais rajouter l'adjectif morbide, fascination morbide pour la mort ou plus largement pour le crime. Et je le remarque aussi dans les contacts avec les lecteurs, notamment lors des séances de dédicaces, dans les salons. Énormément de lecteurs me disent « Ah, moi, si je devais refaire ma vie, si je devais refaire une formation aujourd'hui, je ferais médecin légiste, ou je ferais policier, ou policier scientifique. » Il y a une forme de fascination pour la mort, mais aussi pour le crime et pour l'enquête, pour ces aspects-là. Pas moi, hein. Moi j'aurais trop la trouille. Alors après, faut avoir mais c'est les gens qui ont traversé des guerres ou ceux qui ont été dans des prisonniers, dans des camps, etc., n'ont pas du tout envie de faire médecin légiste. Ouais. Vous voyez, je crois que les vies rangées appellent une forme il y a une fascination pour l'émotion quand même. Et l'émotion se transforme en plaisir, on prend l'habitude. Mais c'est peut-être aussi en lien avec notre construction personnelle. C'est-à-dire, si on vit des choses très fortes, on a besoin d'harmonie et de tempérer finalement ces choses très fortes par quelque chose de beaucoup plus neutre. Et à l'inverse, peut-être que quand nos vies sont trop neutres, d'une certaine manière, on a peut-être besoin aussi d'aller se confronter à certaines réalités qui vont aussi peut-être nous faire grandir, nous faire réfléchir. Quand vous dites neutre, vous êtes gentil, il y a des vies ennuyeuses. Je trouvais ça plus doux. Oui, vous voyez. Mais regardez le succès des séries. Vous avez un problème d'addiction aussi, ça existe. Il y a un auteur qui vous a plu. Vous allez acheter, sans sûr. Regardez le succès qu'a obtenu Joël Dicker, qui est parti de pas grand-chose, et en très peu de temps, parce qu'il y a une construction, il y a une recherche, et si j'ajoute qu'en plus certains sont bien écrits, c'est parfait. Hein. Mais il y a incontestablement j'ai connu ça, j'ai envie de recommencer. Et avec tel auteur, parce que ça m'a plu. Moi, par exemple, sur le livre de Tannhauer, j'ai lu Qui a tué Heidi. Alors c'est un gentil, vous savez, on se dirait, il dit c'est une vache. Et mais je vous assure que j'ai été pris. Et alors je découvre un inspecteur de police homosexuel, ce qui est rarissime. Hein. Donc il y a quand même une vraie personnalité. Et puis en même temps, je découvre la Suisse. Et si vous voulez, c'est multidirectionnel. Et en même temps, il y a quelque chose qui est bien gardé, bien construit. Il y a un suspense. Et le suspense, c'est quoi ? C'est comment ça va finir. Voilà. Alors, je crois que Marc Woltenauer, vous proposez, dans vos romans en tout cas, d'ouvrir les yeux aussi sur certaines valeurs qui sont importantes pour vous, dont les discriminations, l'homophobie, l'antisémitisme et toute forme de racisme. Donc c'est quand même un support aussi pour vous, pour donner un message fort. Oui, bien sûr. Alors, peut-être, je pense que quand j'ai commencé à écrire, je l'ai fait de manière très spontanée parce que j'avais pas du tout imaginé finalement écrire moi-même de romans policiers. Et puis j'ai soudain eu une inspiration, une idée. J'ai commencé à écrire, c'était il y a une dizaine d'années en arrière. Donc j'ai fait les choses de manière très intuitive, je dirais, avec le premier. Et là maintenant, plus je vais de l'avant, plus la question de la thématique que je vais aborder dans le livre est présente. Dès le départ dans la réflexion et c'est ça que je trouve intéressant. Là je peux donner aussi un petit éclairage par rapport à ce que disait Albert sur des pays qui sont dans d'autres situations, qui ont vécu une guerre ou qui ressortent d'une période difficile, qui sont pas intéressés à lire du roman policier. C'est assez vrai. Là je reviens de 2 semaines. Je vais pas citer le pays, peut-être que les gens qui m'écoutent trouveront parce que ça fait partie de mon prochain livre. Mais c'est un pays qui a connu une très longue dictature et même 30 ans après, il n'y a pas encore de culture du roman policier dans ce pays-là. C'est encore un pays qui est en train de panser ses plaies, d'essayer de reconstruire un avenir. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui vient d'écrire un thriller qui est plus orienté sur des questions financières, politiques, criminalité organisée. Et il disait justement, voilà, ça c'est les préoccupations d'aujourd'hui dans mon pays que j'ai essayé de mettre en forme dans un roman à suspense. Mais on voit que cette tradition n'est pas encore présente dans ce pays-là.
mais que ça vient finalement. Et puis que cette personne me disait, mais j'ai trouvé dans ce style de livre la possibilité d'exprimer un certain nombre de choses au sujet des préoccupations que ont les gens dans la société aujourd'hui. Et c'est un peu pareil pour moi. En Suisse, je regarde justement quelles sont les thématiques qui sont importantes, qui sont peut-être des fois peut-être pas mises en lumière beaucoup, et puis que j'aimerais moi mettre en lumière. Et c'est ça que je trouve intéressant. Alors merci Marc, on va marquer une pause musicale avec l'extrait de la bande originale du film Touchez pas au Grisby Blues, le choix d'Albert Benloulou. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. Radio Grand Lac, c'est la radio locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous retrouver. Nous sommes toujours en direct dans l'épicerie culturelle du territoire sur Radio Grand Lac, avec un thème qui nous anime particulièrement aujourd'hui, les polars, avec Nicolas Feutz, Marc Woltenauer, auteur de romans policiers, et Albert Benloulou, éditeur et ami de Frédéric Dard. Alors, on vient d'écouter la bande originale du film Touchez pas au Grisby, donc choix d'Albert Benloulou. Pourquoi ce choix, Albert? Dans le film Touchez pas au Grisby, on voit Jean Gabin qui est attablé dans un troquet et il se lève et son copain lui dit « Où tu vas ?» Et il dit « Je vais écouter mon air ». Et il met la pièce dans le jukebox et on entend cet air-là. Touchez pas au Grisby, c'est Albert Simonin. Et Albert Simonin, c'est le polar argot. C'est-à-dire qu'il fallait un dictionnaire d'argot pour comprendre. Déjà, le mot Grisby, je crois que le mot qui a eu le plus de connotations argotiques, quand on fait la liste, c'est l'argent. C'est l'artiche, le flouze, le Grisby. Et alors, à partir de là, vous avez tout un monde de romans policiers qui est franchouillard jusqu'au bout du béret. C'est-à-dire San Antonio est venu derrière, et ça, vous voyez, c'est un grand classique. Touchez pas au Grisby, Albert Simonin, c'est un grand classique d'après-guerre, et c'était essentiellement, une vision sociale du milieu d'après-guerre, des gangsters, c'est-à-dire la bande, le gang d'extraction avant, etc. Et puis aussi de sentiments très forts qui sont sur l'amitié. C'est-à-dire deux hommes, un qui trahit pas, voilà, un qu'on liquide. Et puis, ça s'est continué dans le cinéma avec les films de Melville sur le roman policier français. Alors, il y a eu Frédéric Dard, après, qui vient tout de suite après Simonin. Il y a eu Léo Mallet, qui a fait de ce qu'on appelle du roman policier libertaire et anarchiste, avec un célèbre héros qui s'appelle Nestor Burma. Et puis... vous avez, puis évidemment, celui dont on parle jamais, mais auquel on pense toujours, vous avez Simenon avec Maigret. Et Maigret, alors pour le coup, on peut pas lui enlever le vocable de littérature. Parce que la particularité de Maigret, c'est que quand on lit un Maigret, c'est des phrases extrêmement simples, et c'est très difficile d'écrire avec des phrases simples. Si je vous dis, je vais vous dire une métaphore, c'est-à-dire que s'il pleut, si Maigret et Simenon écrit qu'il pleut, le lecteur est mouillé, hein. C'est joli, ça, c'est bien dit. C'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Simenon a été, malgré beaucoup, etc., je crois que tous les grands ont dit, c'est un immense écrivain. Comme quoi, on peut écrire des histoires simples. Maigret, c'est quoi? C'est un enquêteur d'âme, quoi. Et il enquête avec des personnages qu'on rencontre tous les jours. C'est faire de l'exceptionnel avec de la banalité. C'est ça. Et c'est un immense talent. Et c'est en ça que c'est un immense écrivain. Voilà. Alors, pour peut-être vous resituer par rapport à Frédéric Dard, à quel moment vous êtes devenu son éditeur? Quelle était votre relation avec lui? Je ne vais pas être trop long là-dessus, mais je vais la raconter. Je suis devenu, parce que notre maison, les Presses de la Cité, la maison où je travaillais à cette époque-là, avait racheté le Fleuve Noir. Et naturellement, la grande vedette, c'était déjà Frédéric Dard. Et il sort un livre qui s'appelle La vieille qui marchait dans la mer, dont on a fait un film avec Jacques Moreau et Serrault, etc., qui a obtenu un très grand succès. Et on m'avait dit, attention Albert, Frédéric Dard, faut pas rigoler, faut pas
faire en sorte. Alors j'avais vraiment motivé mes troupes, j'étais directeur commercial, et naturellement le livre a eu un immense succès qui n'était pas dû aux méthodes commerciales, qui était dû au talent de l'auteur. Et puis il a fait un dîner rassemblant tous les commerciaux comme il savait faire. Et puis je crois qu'on s'est tapé dans l'œil. Alors quand on est sorti, il m'a fait un signe comme ça. Et il m'a dit, est-ce qu'on peut sortir d'abord? Alors, on s'est retrouvés sur le trottoir. On avait mangé dans un restaurant de notre ami de Bourgoin-Jallieu, là, Guy Savoie. Et il me dit, est-ce que tu connais des poésies? Alors, je lui dis, oui, je connais des poésies. D'ailleurs, j'entraîne ma mémoire en apprenant de la poésie. Il me dit, est-ce que tu peux m'en réciter une? Et alors, je lui dis, là, je t'en réciter une courte. Et je lui ai récité le quatrain qui finit Les Misérables. Et qui est la tombe, qui est sur la tombe de Jean Valjean. Alors il dort, quoique son corps, je crois que son sort fut plutôt bizarre. Il mourut quand il n'eut plus son ange. La chose simplement d'elle-même arriva comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va. Et on a récité ça ensemble, tous les deux, sur le trottoir. Et il y a eu un ça crée des liens. Et ça crée des liens, quoi. Et à partir de là, on s'est jamais plus quittés jusqu'à la fin. Alors, je sais, il vous a aussi dédicacé des livres, où il vous a... Dédié. Oui. Dédié. Je trouvais que c'était joli, donc je cite, à Albert Benloulou, l'un des principaux éléments de ma force tranquille. Oui, c'était l'époque Mitterrand, ça. Avec mon affectueuse reconnaissance, signé San Antonio. Ouais, c'est vrai. Et puis un autre, à Albert Benloulou, jamais perdu et cependant retrouvé. Avec tendresse. Oui, parce que je quittais souvent les maisons dans lesquelles je travaillais. Quand j'étais pas d'accord, je faisais pas de conflit, je quittais. Je partais. Ah oui, vous êtes comme ça, vous? Oui, j'ai eu énormément de difficultés à reconstituer ma carrière pour la retraite parce que écoutez, je disais, non, je suis pas d'accord avec vous, alors je m'en vais. Et je suis parti, je crois, de chez Hachette, j'ai dû partir 4 fois. Qu'est-ce que vous retenez en 2 phrases de cet ami, Frédéric Dard? Il a changé ma vie. C'est tout, en une phrase. Il y avait l'avant et l'après. C'est un homme qui a changé ma vie, qui m'a changé sur la vision des choses, qui a d'ailleurs, en la changeant, il a amélioré ma vie. Aussi simple que ça. Mais je sais plus quoi dire. Vous voyez, vous m'avez coupé le sifflet. Ou tu m'as coupé le sifflet. Non, comme quoi un auteur de roman policier a beaucoup d'influence lorsqu'on le lit sur la vie des gens. Et c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, il y a de l'empathie avec les personnages et avec l'auteur. Alors, on va écouter la dernière musique qui a été choisie par Marc Woltenauer, qui est celle de Mylène Farmer, À quoi je sers. Musique, lac et passion, c'est Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Oui, alors merci de nous suivre, d'être là autour du thème de l'épicerie culturelle du territoire, les polars. Alors Marc Woltenauer, vous avez choisi en fait À quoi je sers de Mylène Farmer. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre choix? Oui, alors en fait, mon inspecteur est assez fan de Mylène Farmer. Et dans mon deuxième livre, Qui a tué Heidi, dans le prologue, on est avec l'inspecteur Auer dans sa voiture. Il est en train de redescendre de Grillon qui se situe à 1200 mètres d'altitude pour aller en plaine. Et puis il écoute cette chanson, À quoi je sers. Donc on est avec lui, il y a une sorte on sent il a vécu quelque chose d'assez terrible. Et puis finalement, ce prologue, en fait, c'est la fin du livre. Donc on se projette dès le départ en fait dans une situation dans laquelle l'inspecteur est à la fin de l'histoire de Qui a tué Heidi, et puis tout au long du livre on va effectivement suivre cette intrigue et puis comprendre en fait pourquoi l'inspecteur Auer à la fin descend avec sa voiture en train d'écouter cette chanson de Mylène Farmer. Alors rapidement Marc Woltenauer, donc vous êtes né en 73 à Genève, vous vous destiniez en fait à être pasteur. Vous avez suivi des études de théologie, vous vous êtes réorienté vers la banque, vers l'industrie pharmaceutique, puis vous avez écrit votre premier roman, Le Dragon du Muveran, qui a obtenu le prix, alors je ne sais pas quel SPG, je ne sais pas quel était ce prix. Oui, c'est le prix SPG du Salon du Livre de Genève. Pour les premiers romans.
D'accord. Donc c'est un polar nordique au cœur des Alpes vaudoises, publié chez Slatkin et compagnie en 2016, puis chez Pocket l'année suivante. Donc vous avez remporté un grand succès et qui continue avec le roman Qui a tué Heidi. Il y a eu L'Aigle de sang en 2019. Enfin, de la même manière comme avec Nicolas Feuz, vous avez une production quand même littéraire assez conséquente. Aujourd'hui, vous revenez avec les protégés de Sainte Kinga. Alors vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors le dernier, les protégés de Sainte Kinga, se passe principalement dans les mines de sel de B, qui sont en fait en Suisse les seules mines de sel dans une montagne, mines de sel qui existent depuis la fin du XVIIe siècle. Et puis on est confronté à une prise d'otages à l'intérieur des mines. Une classe d'école notamment fait partie des otages. Et puis en fait on va aussi au travers de cette histoire se plonger dans le monde de cette mine de sel, de l'histoire des mines de sel. Et on va même remonter en fait jusqu'en 1826, année où un jeune mineur d'origine polonaise arrive à B pour travailler dans ces mines de sel. Alors, de la même manière qu'on rencontre des critiques dithyrambiques pour Nicolas Feuz pour ses romans, on a tout autant les mêmes avec une intrigue vraiment époustouflante, c'est dense, c'est passionnant, ça interroge sur les moyens de combattre les injustices. Enfin, il y a de très bonnes critiques. Alors, j'aurais envie de vous poser la question, comme vous avez été pasteur et qu'on retrouve finalement aussi dans vos romans pas mal de citations bibliques. J'ai trouvé une citation des Actes des Apôtres. Alors j'aimerais bien que vous puissiez aussi répondre à cette citation. Faudrait que je la retrouve, ça serait bien. Bon, je n'ai pas la citation. Voilà, je suis super déçue parce que c'est des choses qui arrivent. Ça. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Bon. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Quand vous l'aurez trouvé. Oui. Ah si, voilà. Dans les Actes des Apôtres, donc c'est l'acte 4, verset 20, et je la demande à vous trois en fait. Il est écrit « Il nous est impossible de nous taire ». Et j'avais envie de vous poser cette question. À quoi vous, Marc, il vous est impossible de vous taire? Impossible de me taire, je pense que comme vous l'avez dit, j'ai étudié la théologie, je voulais devenir pasteur au départ, avec cet intérêt que j'ai toujours eu pour l'être humain, pour les questions existentielles, et finalement c'est ce que je retrouve aussi dans l'écriture, où je peux à la fois m'intéresser justement aux intrigues, aux questions de suspense, d'histoire policière, mais aussi explorer toute cette facette, je dirais, humaine, existentielle, et qui va bien au-delà, je dirais, des textes bibliques. Mais aussi, ça m'a interrogé, par exemple, notamment dans le premier livre, où il y a un tueur qui utilise des versets bibliques pour se justifier, ou dans le dernier avec les protégés de Sainte Kinga, où on a affaire à un groupe d'extrême droite qui là aussi va chercher des fois dans des textes religieux des éléments pour justifier leurs actions. Et en fait, c'est cette question fondamentale finalement, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah, il y a des valeurs, il y a certains éléments existentiels qui sont retranscrits dans ces textes. Et puis finalement, on a affaire à des gens qui usent et abusent de ces textes pour justifier des actes violents. Qui le détournent. Et c'est vrai que c'est une thématique qui revient assez régulièrement. Nicolas et Albert, est-ce que vous voulez réagir à cette citation, cette phrase?
Il nous est impossible de nous taire. À quoi, pour vous Alors, moi, j'ai un mot qui me vient à la bouche, mais c'est un mot un peu bateau, c'est le mot de l'injustice, parce que j'aurais tendance à dire qu'il m'est impossible de me taire face à une injustice, travaillant pour la justice, mais il faut être extrêmement prudent, parce que depuis que je travaille pour la justice, donc ça fait 23 ans, je me suis rendu compte qu'il y a justice, et souvent on est appelé à trancher un conflit entre deux personnes, et voilà, le magistrat est là au milieu, doit le trancher, dans un sens ou dans l'autre, et forcément que pour une des parties, ça va être ressenti pour une injustice. Donc qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que l'injustice? C'est un débat. Je pense qu'on serait reparti pour 1 heure de radio. Mais ça me dit bien, moi. Albert? C'est une question que moi je me suis jamais posée. Eh ben voilà, je vous la pose. Alors donc non, simplement dans ce terme, je le fais par rapport à l'activité que j'ai, c'est-à-dire quand je reçois des manuscrits où je discute avec des auteurs, et dans les relations qu'on avait avec des auteurs très connus, c'est-à-dire que je fais en sorte de dire ce que j'ai à dire en évitant toujours de blesser. Alors ça sera les mots de la fin. Je vous remercie beaucoup d'être venu ici et d'avoir participé à cette émission. Nicolas Feuz, merci. Marc Woltenauer et Albert Benloulou. Vous pouvez retrouver le podcast sur le YouTube de Radio Grand Lac. On se retrouve dans une semaine. Alors normalement c'est tous les 15 jours, mais il y a une exceptionnelle la semaine prochaine autour d'une question qui est: quelle manière l'art nous rend-il vivants? Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne journée, à bientôt. Au revoir.